T'as tout juste le rendez-vous de la transition écologique et comme d'habitude c'est donc le dernier week-end du mois de novembre à Saint-Étienne, Parc Expo Hall B et comme d'habitude également, on a pris l'antenne ce matin, Radio Ondaine et Radio Dio 90.9 et 89.5 et leurs streams respectifs diffusent en direct du salon T'as tout juste des discussions, des présentations de projets et vous invite aussi à découvrir les conférenciers invités lors de ce week-end et c'est le cas de Véronique Duval, journaliste, réalisatrice de documentaires et fondatrice d'une maison d'édition. Elle vient aujourd'hui discuter autour de son livre Paysans et citoyens, enquête sur les nouveaux liens à la terre. C'est aux éditions Actes Sud. Véronique Duval, bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous ? Alors, qui je suis ? En fait, moi, je viens déjà d'un petit peu loin pour venir vous voir. Je viens de Charente-Maritime. Okay. Et effectivement, je suis depuis 25 ans. Je vis depuis 25 ans là-bas. Et voilà, j'ai été journaliste, j'ai été dans le documentaire. Maintenant, je suis vraiment essentiellement autrice et éditrice. Okay. Voilà, et je m'intéresse effectivement à toutes ces questions. Le contrat entre l'agriculture et la société me passionne. Et peut-être parce que depuis 25 ans, je vis en milieu rural et que je trouve que c'est très important pour chacun de nous de s'intéresser à ces questions-là. Alors, cette rencontre avec l'agriculture, avec le monde paysan, ça vient d'où ? Alors, ça vient d'où ? Eh bien, quand j'étais journaliste, déjà, j'avais eu à traiter des sujets sur la ruralité, sur des élus qui sont en même temps agriculteurs, les premières bassines chez nous. Vous savez, on a la question des bassines, donc les premières bassines en 2007. Et puis, je crois que c'est lié aussi à des rencontres, et puis au fait à des rencontres notamment avec des paysages aussi. Quand on vit dans une grande plaine céréalière, tournée vers l'exportation, comme c'est mon cas, comme c'est le cas de toutes les personnes dans beaucoup d'endroits de France, là, eh bien, on s'interroge sur le fait que, par exemple, il n'y a plus d'eau dans les rivières l'été, que effectivement, il n'y a pas de haies. Chez nous, les haies, elles ont disparu. Et donc, je me suis interrogée sur tout début, avant ce livre, pour mon premier livre, sur les relations entre agriculture et paysage. Et du coup, j'ai été rencontrer des agriculteurs qui étaient passés en bio et qui étaient minoritaires dans ce paysage de grande plaine céréalière. Et j'ai été leur demander comment est-ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils vivaient, quels étaient leurs choix, qu'est-ce qui les motivait. Et c'est ces premières rencontres qui m'ont amené à continuer, parce que l'agriculture, c'est fondamental, c'est ce qui nous nourrit. Les agriculteurs, aujourd'hui, ne sont pas des gens qui s'expriment beaucoup. Et moi, je suis passeur. Donc, si je peux leur donner la parole, si je peux aussi faire dialoguer les différentes parties de la société, c'est un peu mon rôle. Alors, un peu de sémantique. Paysan, ce mot-là, employé dans ce titre-là, et non pas agriculteur. Pourquoi ce mot-là ? Qu'est-ce qu'il évoque ? Comment finalement on l'emploie, ce mot paysan ? Alors, le mot paysan, aujourd'hui, il retrouve un peu des lettres de noblesse. Il a souvent été, c'était souvent un terme pas très positif. Alors que, aujourd'hui, on dit exploitant agricole. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans ce métier-là d'agriculture qui refusent ce terme. Parce que, dans exploitant, il y a exploité. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait. On exploite et on surexploite la terre, on surexploite le vivant. Et alors que paysan, ça vient de pagous. Pagous, c'est la borne fichée en terre qui délimite un espace. Donc c'est lié au pays, c'est lié au paysage, c'est lié à la terre. Alors, sur ce livre-là, Paysans et citoyens, enquête sur les nouveaux liens à la terre, qu'est-ce que vous mettez en avant dans ce travail d'enquête ? En fait, ce travail d'enquête est né de rencontres et de rencontres aussi avec une statistique. Une statistique qu'il s'agit de faire parler, de rendre humaine. La statistique, c'est la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite d'ici 2030. La moitié, alors qu'il n'en reste aujourd'hui que 390 000 contre 2 millions dans les années 50. Donc, la moitié de 390 000, c'est à peu près 200 000. Que vont devenir les terres ? Et on peut se dire,
c'est le moment d'une formidable transition vers un autre modèle, puisque plein de jeunes vont arriver, pouvoir s'installer. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que les jeunes qui arrivent ont beaucoup de mal à avoir accès à la terre. Et ce livre est né de ce paradoxe. Alors que tant de terres se libèrent, comment se fait-il que les jeunes qui aujourd'hui s'installent aient tant de mal à accéder à la terre? Alors quelles sont les raisons sur ces freins pour accéder à la terre? En fait, là, c'est 2 ans et demi d'enquête. Oui, alors j'imagine qu'il y en a voilà. beaucoup. On va pas. Mais en fait, oui, il y a des constats qui sont partagés. C'est l'évolution d'une situation depuis 70 ans. Il y a le prix des terres. Et bon, on va si on se concentre sur l'accès à la terre, effectivement, l'accès à la terre, c'est souvent le verrou pour permettre à des jeunes de s'installer, puisque on ne peut pas s'installer si on n'a pas de terre, que ce soit en location ou en achat. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les enfants d'agriculteurs ne prennent pas forcément la relève. Ils ne prennent pas la suite. Et la plupart de ceux qui veulent s'installer aujourd'hui, ils sont ce qu'on appelle NIMA. NIMA, c'est non issus du milieu agricole. Ça veut dire que quand on est non issu du milieu agricole, on ne peut pas hériter de la terre de ses parents, et il faut trouver de la terre. Et c'est pas si simple. C'est pas simple. Alors Lionel, tu avais une question. Alors oui, justement, le problème se pose en termes de transmission, qui n'est pas aussi évident d'une génération à une autre, ce qu'on a vu longtemps, la transmission de père en fils et ainsi de suite dans les familles. Aujourd'hui, ce sont d'autres modèles qui peuvent être mis en place, et notamment, là, je vois que c'est aussi, en cette année, les 20 ans d'existence de Terre de Liens. Alors, le lien, justement, que vous travaillez, que vous avez enquêté, sont des dispositifs aussi d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser aussi ces modes opératoires, finalement, à la fois de transmission sous cette forme-là, ou d'accompagnement, en tout cas, pour accéder précisément à la terre et ainsi mettre en place de potentielles exploitations? Oui, donc, ça, c'est toute la deuxième partie du livre, après une première partie de constat historique. Effectivement, la deuxième partie du livre s'intéresse à toutes ces alternatives, ces solutions qui ont été mises en place. Et ce livre, vous avez raison de le souligner, et c'est un compagnonnage aussi avec le mouvement Terre de Liens. Terre de Liens est né en 2003 sur un constat donc partagé. Et ils se sont dit, comment est-ce qu'on fait pour finalement installer des personnes qui veulent s'installer, comment on leur donne comment on facilite cet accès à la terre. Et ils ont toute une réflexion basée sur l'éducation populaire, on en reparlera dans la conférence, qui est de dire, il faut sortir la terre de la spéculation, et il faut que le propriétaire, ce soit nous tous. Donc la terre est un bien commun, on peut prendre tous ensemble soin de la terre qui nous nourrit, donc on va mettre en place des structures qui vont permettre à chacun d'investir dans l'achat de terre pour installer des jeunes agriculteurs. Et ça, c'est une réflexion qu'ils ont menée. Ils sont nés en 2003, mais pendant 5 ans, ils ont été rencontrer toutes les alternatives qui existaient au Larzac, dans la Marne, au Pays Basque, en Bretagne, etc. Et on en parlera pendant la conférence. Mais voilà, il y a toute une partie un peu technique comment est-ce qu'on se sert des outils existants pour permettre à des jeunes agriculteurs de s'installer via un bail en fermage. Et en France, le fermage, c'est ce qui permet une sécurité d'installation sur le long terme. Alors pour venir à ces personnes ces NIMA, comme vous les avez nommés, qui sont-ils en fait? Est-ce qu'il y a un profil d'âge, de passé qui peuvent se ressembler entre ces différentes personnes qui souhaitent s'installer? Aujourd'hui, Alors aujourd'hui, effectivement, donc 60% sont non issus du milieu agricole. Il y a beaucoup plus de femmes, 40% de femmes. Ça, c'est très important parce que c'est un milieu traditionnellement, on a tendance à écouter plutôt les hommes, en agriculture comme ailleurs. Et là, il y a 40% de femmes et donc il y a une émergence de paysannes. Il y en a beaucoup qui veulent s'installer sur des petites surfaces. Et ça, on en reparlera parce qu'effectivement, les fermes n'ont pas cessé de s'agrandir
depuis 60 ans, hein. On est passé de 15 hectares à 69 hectares. Mécanisation, effectivement, tous ces frais engendrés par les machines aussi. Voilà. Et donc, eux cherchent à s'installer sur des petites surfaces et surtout, et ça c'est important, refusent de s'endetter pour la vie entière. Parce que leur projet, c'est de s'installer, c'est de vivre leur expérience agricole. C'est pas forcément de s'attacher toute leur vie à un territoire. Et ça, c'est un grand changement. Et du coup, il y a vraiment une grande créativité. Moi, j'ai fait un petit peu un tour de France des alternatives. Il y a une grande créativité dans ces projets d'installation. Et notamment, il y a beaucoup de projets d'installation en collectif. Alors, vous parlez d'un voyage autour du territoire. Est-ce qu'il y a des exemples avec des territoires qui innovent aussi, qui peuvent être aussi des exemples sur l'aide à l'installation au-delà de structures comme Terre de Liens, mais est-ce qu'il y a vraiment des régions qui avancent? Alors, oui, il y a des choses qui se passent dans les territoires, parce que, en fait, quand on parle d'installation, il faut articuler le niveau individuel, le niveau collectif et le niveau politique. Le niveau politique au niveau local, régional, mais aussi national et européen, puisqu'on parle d'agriculture, hein, bien sûr, on va parler aussi de la politique agricole commune. Et autant l'installation... alors, globalement, l'installation, il n'y a pas assez de monde. Hein. Ceux qui arrivent à s'installer aujourd'hui, il y a à peu près 2 arrivées pour 3 départs. Mais parmi tous ceux qui arrivent et qui souhaitent s'installer, il n'y en a qu'1 sur 3 qui va parvenir à s'installer. Donc il y a quand même une grosse interrogation sur les dispositifs d'accompagnement et d'installation. Il y a une complexité et il y a une inadéquation entre les dispositifs existants et les nouveaux profils et les modes de financement, etc. Effectivement. Voilà. Après, oui, allez-y, si vous vouliez poursuivre. Après, est-ce qu'il y a des territoires qui réussissent mieux que d'autres ? Alors, il y a un territoire qui ne perd pas de paysans en ce moment, qui a réussi à maintenir le nombre de paysans depuis plus de 20 ans, c'est le Larzac. Curieusement. Ouais. Oui, je voulais simplement poser des questions sur alors l'accession à la terre, c'est une chose. Le lien à la terre, il passe aussi par la façon de la travailler, justement, cette terre qui nous nourrit. Et vous évoquiez ces tentatives. Alors on voit que l'équilibre n'est pas là. Hein, si un agriculteur ou une agricultrice sur 3 arrive à terme dans son projet, c'est que ce n'est pas gagné. La question de l'accès à la terre en tant que telle, c'est un premier point. Mais je me posais la question aussi d'un modèle peut-être qui pourrait être un véritable frein, justement. L'accès à la terre, il est aussi dans ce modèle que l'on a aujourd'hui, un modèle dominant qui serait plutôt agro-industriel et qui pourrait empêcher et freiner aussi des dynamiques précisément de création, d'alternatives possibles et qui mettent, disons-le, peut-être des bâtons dans les roues et qui empêchent aussi l'installation. Je pense à là encore cette récente annonce, renouvellement du glyphosate pour 10 années qui vient d'être renouvelé par la Commission européenne. On voit bien qu'on est dans un modèle encore où on fonce droit dans le mur, je dirais. Est-ce que ça, ce sont aussi des freins dans cette question du lien à la terre ? Oui, bien sûr que c'est un processus... c'est un processus qui a démarré avec la modernisation agricole, avec des raisons à l'époque qu'il faut comprendre et qu'il faut expliquer. D'ailleurs, c'est ce que je fais dans ce livre. Et il y a des grands témoins. On parle d'Edgar Pisani aussi. C'est intéressant de voir l'évolution de ce personnage qui a été le père de la modernisation agricole. C'est sûr qu'aujourd'hui, le modèle est à bout de souffle. Et c'est pas que les alternatives qui le disent, c'est même la Cour des comptes. Et on en reparlera. Et ce modèle, avec des fermes de plus en plus grandes, de plus en plus chères, et un modèle qui encourage l'agrandissement encore via les aides à l'hectare, ne facilite pas l'installation des jeunes qui veulent s'installer sur de plus petites surfaces.
c'est difficile de résumer ça en quelques minutes. Bien sûr, mais c'est savoir si vous l'approchiez dans l'ouvrage, justement, et dans l'enquête, ce cadre, on va dire, plus politique, et des leviers possibles d'action, justement. Évidemment que ce cadre, il faut le remettre en cause. Enfin, il est remis en cause de lui-même, puisqu'il est incapable de se renouveler. Je veux dire, si les enfants d'agriculteurs ne veulent pas s'installer, c'est quand même qu'il y a un petit problème. Parce qu'ils voient leurs parents s'épuiser, ils voient leurs parents tomber malades. Enfin bon, on les comprend aussi. On voit bien que le monde agricole aujourd'hui a du mal à vivre de son travail, et pourtant il travaille énormément. Sur le plan des risques psychosociaux, c'est pas génial non plus. Voilà, il y a plein de choses à dire, mais sur le plan politique, il y a effectivement des alternatives qui sont portées, et c'est l'objet de la troisième partie. Oui. Et notamment, mais je pense que là, on touche un peu, comment dire, toutes les alternatives jusqu'ici ont échoué à réellement rénover la PAC. Et par contre, il y a des alternatives partout et qui montrent que d'autres voies sont possibles. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et peut-être que pour que ça change vraiment, il faut aussi, nous, accepter chacun de reconsidérer des cadres de pensée. Et c'est aussi l'objet de la troisième partie. Comment est-ce qu'on peut inclure la notion des communs dans la réflexion? Est-ce que la terre est un bien commun? Et oui, comment? Et notre conception de la propriété, est-ce qu'on peut aussi la faire évoluer? Voilà. Donc, ça ouvre des pistes, je veux dire, aussi sur notre façon de considérer chacun nos liens sociaux. Alors Véronique Duval, merci d'être venue sur ce plateau radio. Avant votre conférence du jour, c'est donc à 11h, espace conférence Hall B. Est-ce que vous voyagez avec ce livre en rencontre? Est-ce que vous écrivez en ce moment? Alors là, je rencontre beaucoup de monde, effectivement, depuis la sortie du livre. La semaine dernière, j'étais par exemple au Salon du Livre Gourmand de Périgueux. Alors, on parlait des territoires. Il y a des choses qui se passent, qui sont intéressantes dans les territoires. J'en apprends. J'étais en fin de semaine là dans les Landes, où il y a tout un collectif qui se regroupe pour ces questions-là d'installation, d'accès à la terre. En Dordogne, le département s'engage dans une démarche de cantine 100% bio et locale, et la ville de Périgueux. Je crois que dans la Loire, il y a des démarches aussi comme ça. Donc voilà, dans tous les territoires, à chaque fois que je me déplace, je me rends compte qu'il y a des choses qui se passent. Et au niveau de vos travaux, des nouveaux sujets? Alors, pour l'instant, c'est un peu tôt parce que je suis vraiment dans ce livre et je réfléchis aussi à des adaptations de ce livre, peut-être en podcast. D'accord. Eh ben, à suivre et on sera ravis de faire le relais de toutes ces informations. Merci d'être venu et bonne conférence. Merci beaucoup.